Salut les amiraux, suite de la présentation de cette extension Rebellion in the Rim avec cette partie 2 qui va traiter des escadrons impériaux. Avant de commencer, je tiens à remercier Monsieur Miniature, sans qui on aurait pu se procurer cette extension en France, car le plus gros défaut de cette extension, j'ai oublié d'en parler dans la précédente vidéo, c'est qu'elle n'est disponible qu'en VO. Vous ne pouvez pas l'avoir en VF, elle n'a pas été traduite, et de ce que je peux savoir actuellement, ce n'est pas du tout au programme. Je trouve ça dommage, si bien pour le SSD, je peux comprendre que Fantasy Flight Games et Asmodée n'aient pas décidé de le traduire en français. Économiquement parlant, je ne suis pas persuadé que ça aurait été viable. Pour cette extension Rebellion in the Rim, par contre, je trouve ça très dommage. Ça va être une extension, vous le verrez au fil des vidéos, qui sera déterminante quand même pour l'avenir du jeu organisé, et même entre amis, la campagne est très très sympa. Je pense que je ferai une vidéo bonus, entre guillemets, parce que là, moi, je vais m'attarder juste à la partie carte, carte qui concerne le jeu organisé, qui concerne même les parties qu'on peut faire au quotidien, mais vous verrez que la campagne a un petit format à 200 points qui m'a l'air très très intéressant, bien plus viable que le conflit corélien. Et l'avantage, justement, que ce format contenu et cette place contenu, parce qu'on joue sur du 90 par 90, hormis des grosses batailles pivots, j'en parlerai plus tard, ça permet aussi d'attirer des nouveaux joueurs. Voilà, vous attrapez trois copains qui ne jouent pas trop Armada et qui sont intéressés de loin. Si vous avez quasiment toute la collection, il y aura largement de quoi faire 4 flottes. Et vous construisez votre flotte de 200 points chacun. C'est parti pour commencer la campagne, ça ira pas plus loin de 250 points, enfin bref, on en reparlera certainement plus tard. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier également MaxiRef qui nous supporte quasiment depuis le début de la chaîne, voire même depuis le tout début de la chaîne, aussi bien de manière morale que logistique. Donc un grand merci à MaxiRef. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont donné pour notre ami Rio de la chaîne Star Wars Légion France. Vous avez pu l'aider à réaliser son projet qui était de pouvoir aller au printemps au World aux États-Unis. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont donné. Et j'en profite également, tant qu'on a à dire des merci à tout le monde, à quelqu'un que j'estime énormément, qui est pour moi notre espèce de maître à penser sur l'espèce de microcosme YouTube des jeux Star Wars en France, c'est Pierrot. Un grand merci Pierrot. Maintenant que le cirage de pompe est terminé, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc les escadrons issus de cette campagne, enfin de cette boîte d'extension, pour parler de la campagne, de cette boîte d'extension sont au nombre de 4, ce sont des escadrons impériaux, qui vous permettront de ressortir vos figurines des Filou et Scélérat. Et en parlant de Filou, je pense que ce serait bien de commencer par Hondo Ohnaka, celui qu'on a pu découvrir dans Star Wars Rebels. Hondo Ohnaka est à bord d'un Slave One. Hondo est unique, ça se voit à la puce qui est devant son nom. Le Slave One est unique aussi, c'est un nom de vaisseau écrit en italique. Il est donc unique, vous ne pourrez pas le jouer avec Boba Fett. Au niveau de ses caractéristiques, il a une vitesse de 3, ce qui reste moyen, une coque à 6, 4 dés bleus en anti-escadron et 2 dés bleus en anti-vaisseau. Pour se défendre, il possède 2 tokens brace, il coûte 24 points, soit 2 points de moins que Boba Fett. Il est bombardier, il est grit, et il est également en rogue. Bombardier, ça permet, pour ceux qui ne le savent pas, éventuellement, de pouvoir utiliser les icônes critiques comme étant des touches. Alors, il ne faut pas confondre effet critique et justement l'icône qu'on appelle vulgairement critique. Cette icône compte comme une touche quand il s'agit d'un bombardier ou d'un vaisseau, et elle permet surtout de déclencher un effet critique. Les effets critiques sont donnés soit par une carte, soit par l'effet standard. Et l'effet standard, pour rappel, consiste à la première carte de dommage qui vous est attribuée est attribuée face visible. Voilà, fin de la parenthèse sur les critiques. Je pense que ça devra faire l'objet d'une vidéo à elle toute seule sur les critiques. Mon ami Minéral Arimal avait fait tout un texte là-dessus sur le forum, effectivement, qui expliquait très très bien les critiques. Souvent, on confond le symbole critique sur les dés, on l'associe à une touche critique, sachant que le timing entre une carte critique et l'effet critique standard est différent aussi. Bref, passons. Donc il est toujours grit, il a sang-froid, ce qui lui permet de se déplacer même s'il est engagé avec un seul escadron, et surtout,
chose intéressante qui permet d'économiser les ordres, il est rogue, ce qui lui permet pendant la phase d'escadron de se déplacer et d'attaquer. Maintenant, on va voir son pouvoir spécial, qui est... voilà, vous ferez votre avis. Pendant votre activation, au lieu d'attaquer, vous pouvez à la place basculer la languette d'activation d'un escadron à distance 1 sur son côté activé. S'il a déjà été activé, vous pouvez le placer n'importe où à distance 1 de vous. Pour rappel, ça marche aussi bien avec les escadrons ennemis, pour dégager par exemple un escorteur, on verra après pourquoi, ou ça marche aussi très bien avec les escadrons alliés. On enchaîne maintenant avec le plus magnifique des robots, c'est IG-88B, cousin éloigné de IG-88, qui lui possède un IG-2000B. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien jouer IG-88 et IG-88B, vu qu'IG-88 navigue dans un IG-2000. Au niveau des caractéristiques, il se déplace à vitesse 5, ce qui est rapide, il a 5 de coque, ce qui est pas mal du tout, il a 2 dés bleus et 2 dés noirs en anti-escadron, et un seul dé noir en anti-vaisseau, ce qui reste plutôt bien, sachant que le dé noir est plutôt fiable. Il coûte 21 points, et il n'a qu'un seul token scatter pour se défendre, ce que je trouve un petit peu léger au vu de son pouvoir. Il a contre 1, ce qui lui permet, à chaque fois qu'il est attaqué, de pouvoir contre-attaquer en lançant un dé. Et il a rogue, ce qui lui permet de bouger et d'attaquer au début de la phase d'escadron, quand c'est votre tour, bien entendu. En parlant de début de phase d'escadron, c'est là où je me suis emmêlé les pinceaux. Donc au début, dans son pouvoir, c'est au début de la phase d'escadron, vous pouvez basculer votre glissière d'activation sur activé. Si vous le faites, vous pouvez effectuer une attaque anti-escadron contre chaque escadron ennemi à portée 1. Considérez cette attaque comme obstruée. Alors attention, il y a eu un débat sur le forum là-dessus, et effectivement c'est Carré qui nous a mis quand même sur la bonne piste. Un vaisseau qui a escorte empêche d'attaquer les vaisseaux qui sont entre guillemets sous sa protection, qui sont à portée 1 de lui, enfin qui sont engagés contre la même cible que l'attaquant. Donc ça annule clairement l'attaque. Si par exemple vous avez 5 escadrons que vous pourriez attaquer et que dedans il y a un escorte, les 4 escadrons qui ne sont pas escortes, vous ne pouvez pas les attaquer et vous ne pouvez pas déclencher d'attaque sur eux tant que vous n'avez pas traité d'abord l'escorte. L'escorte, va falloir d'abord la tuer. Maintenant, avec 2 dés bleus et 2 dés noirs, je veux dire, même sur un X-Wing, ça va être quand même assez compliqué, quoi. C'est pas infaisable, mais ça risque d'être compliqué. Donc le pouvoir d'IG-88 pour 21 points, je le trouve pas si mal que ça. Cependant, je le trouve pas facile à mettre en place contre un joueur expérimenté. Il ne vous donnera pas l'opportunité quand même d'éclater la moitié de sa chasse. Je pense pas que ce soit aussi efficace qu'un Mauler Mittel ou qu'un Sonnentirfeld par exemple. Là où ça peut être intéressant, effectivement, mais je trouve le combo un peu cher, c'est si on met Hondo derrière, c'est-à-dire qu'on envoie d'abord IG-88 en plein milieu, il tabasse tout le monde en passant sur activé, Hondo arrive derrière, comme il est activé, comme IG-88B est activé, avec son pouvoir, Hondo peut, au lieu d'attaquer, s'activer et remettre en retrait IG-88 pour espérer ne pas prendre la foudre. Enfin bon, je trouve que ça fait beaucoup de micromanagement pour un effet qui est pas ouf et qui peut être contré, surtout si vous jouez en match impériaux contre rebelles principalement, et en général, j'ai envie de dire que les rebelles sortent rarement sur leur bigs ni leur wedge. Ça peut être compliqué. Allez, on enchaîne maintenant avec le prochain pilote, dit Nadine Moralo ou Moralo Eval. C'est un peu plus sexy, quoique on ne sait pas qui est le plus joli des deux. Donc lui, il navigue à bord d'un YV 666 qui se déplace à une vitesse 3, qui a 7 de coque, 2 dés bleus et 2 dés noirs en anti-escadron et 2 dés bleus en anti-vaisseau. Il coûte 22 points, à un seul token Brest pour se défendre. Il est grit, donc sans froid, pour rappel. Je ne vais pas me répéter tout le temps, mais grit permet de se déplacer, même si on est engagé contre un seul escadron, j'insiste bien sûr un seul. Et il a rogue qui lui permet, durant la phase d'escadron, de se déplacer et d'attaquer, ou inversement. Son pouvoir combotera avec certains objectifs qu'on abordera plus tard dans une prochaine vidéo. Quand un token objectif à distance 1-2
et qui n'est pas sur un obstacle est bougé ou retiré de la zone de jeu, vous pouvez bouger jusqu'à distance 1 et attaquer comme si vous étiez activé. Alors attention, vous ne touchez pas la glissière d'activation quand vous faites ça, hein. Même s'il n'a pas été activé, c'est considéré comme si vous avez fait un mouvement en étant activé, mais ça ne l'active pas, ce qui est important. Donc là, il peut aussi comboter avec Hondo. Ça reste un combo qui reste, à mon sens, un petit peu cher quand même. On a 24 points d'Hondo plus 22 points de Moralo. Ça demande un peu comme avec l'IG88, je trouve que ça demande beaucoup de management et c'est beaucoup basé sur Hondo pour pouvoir avancer, taper. Moi, je trouve ça un petit peu moyen quand même. Par contre, avec des objectifs qui jouent beaucoup justement sur les tokens objectifs, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Si vous mettez en plus toute une nuée de lambda autour de lui pour pouvoir ramener les tokens, pour pouvoir déplacer justement ces fameux tokens, même si vous ne les scorez pas, pour pouvoir activer son pouvoir. Son pouvoir est activable plusieurs fois sans souci. Et c'est pareil, si vous rajoutez à ça en plus les équipes de coordination de chasseurs, vous avez au final un seul escadron qui est très très mobile quoi, et qui peut attaquer plusieurs fois pendant les phases de jeu. C'est assez fort quoi. C'est assez fort, surtout si en plus avec les lambdas, sur un seul token objectif, vous amusez à le déplacer ou le déplacouiller entre guillemets un petit peu à chaque fois. Ça vous permet de renvoyer Moralo à chaque fois à la baston, parce que comme on dit, dès qu'il y a un objectif à distance 1-2, ça reste une distance quand même maîtrisable, gérable, et ça vous permet d'avoir une assez grosse puissance de feu. Allez, on enchaîne avec Tel Trevura, à bord de son Jobmaster 5000. Donc lui, il vaut 17 points, il se déplace à vitesse 4, il a 4 de coque, 3 dés bleus en anti-escadron, 1 dé bleu en anti-vaisseau. Il a un token Scatter, un token Brace pour se défendre, ce qui reste plutôt bien, et pour ses 17 points, je trouve ça même plus qu'intéressant. Il a le mot-clé Grit et Rogue, ce qui reste, on va dire, la ligne directrice de l'ensemble des pilotes de cette extension, qui soient rebelles ou impériaux. Son pouvoir. Tant que vous avez un token de défense prêt, donc sur la phase verte, vous gagnez Escorte, ce qui est fort. Après avoir défendu contre une attaque, si vous avez défaussé un token de défense, vous pouvez récupérer jusqu'à 3 points de coque, même si vous êtes détruit. Alors attention, donc son pouvoir est quand même fort, ça lui donne une grosse résistance pour 17 points. Moi franchement je le trouve vraiment intéressant. Si en plus on lui met un petit Valen Rudor à côté, histoire de rajouter un peu de punch au niveau puissance de feu, et une petite Sienari, histoire vraiment d'en remettre une couche, ça vous fait un petit corps de chasse pas excessivement cher et qui a une puissance sympa. Par contre, son pouvoir ne marche que quand on a été attaqué, quand on défend contre une attaque. Ça ne marche pas avec les dégâts entre guillemets automatiques que peuvent donner Swintirfell si vous attaquez une autre cible que Swintir, ou que peut donner Moller. Moller Mittel, pour rappel, quand il arrive, paf, il met une pêche à tous ceux qui sont à portée. Ni avec Stress Stage implacable. Ça ne marche qu'avec les attaques directes, pas les effets induits. Voilà, donc nous avons fait le tour de ces 4 pilotes, ces 4 pilotes impériaux. J'espère avoir éclairé un petit peu vos lanternes à leur sujet. Ça permet aussi, pour ceux qui sont un peu à côté de la plaque au niveau traduction, d'avoir déjà une petite idée de ce que ça peut faire. Bon, après, voilà, l'anglais sur Star Wars Armada est pas très très compliqué, ça reste relativement abordable. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas été traduit en français. J'espère secrètement que ça le soit un jour, mais le jour où ce sera fait, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations, et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie qui traitera des améliorations. Allez, ciao ciao les amis, et surtout, pensez à vous abonner et au pouce bleu. Ciao!